Ben, merci tout le monde d'être présent. On est presque 45 personnes. C'est un honneur de pouvoir vous présenter ce cours webinaire-là dans lequel on va résumer un peu l'ensemble de choses qu'on fait chez Architecture sans frontières Québec. Normalement, si on était tous ensemble autour d'une table, je demanderais un peu à tout le monde pourquoi vous vous intéressez. Vous êtes si nombreux à venir entendre un webinaire sur l'architecture et les inondations. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans la dernière partie. C'est des gens qui ont des intérêts particuliers, des questions particulières. On va être vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qui vous a amené à assister à ce webinaire. Je vais commencer par vous présenter un peu l'organisme et ça, pourquoi on s'est mis à travailler sur les inondations, notamment sur le projet par rapport auquel Hélène va vous partager certains résultats, certaines connaissances des bonnes pratiques architecturales en zone inondable. Donc, je vais introduire la première partie, je vais passer la parole à Hélène. Donc, juste mise en contexte, pour ceux qui ne connaissent pas Architecture sans frontières Québec, c'est un organisme qui existe depuis 2007. À la base, l'organisme s'appelait Architectes de l'urgence Canada, mais on a changé de nom à un certain moment parce que depuis la fondation d'organisme, on est le bras humanitaire officiel de l'Ordre des architectes du Québec. Donc, c'est une relation vraiment privilégiée, particulière, dans laquelle aussi tous les architectes du Québec, s'il y en a parmi vous qui sont architectes, puis vous ne le savez pas, bien, vous êtes membre pas juste de l'Ordre, mais vous êtes membre aussi d'Architecture sans frontières Québec. Donc, c'est un organisme dont la mission est de renforcer les capacités des communautés vulnérables en engageant le secteur de l'architecture, donc une espèce de double mission. Donc, on fait des interventions humanitaires, solidaires et durables auprès d'une diversité de communautés. Et on a comme vision un monde où toutes les populations ont accès à un environnement bâti de qualité. Donc, vous voyez déjà que les catastrophes diluviennes ne sont pas très loin de ces enjeux-là. Je mentionne aussi qu'on est membre du réseau Architecture sans frontières internationales, avec lequel on partage la même mission. Brièvement, donc, qu'est-ce qu'on fait Architecture sans frontières? On ne fait pas juste s'intéresser à la question des inondations. On a différents programmes. Donc, je mets les petits pictogrammes ici qui vous résument très brièvement. Donc, on travaille en solidarité urbaine ici à Montréal, notamment avec des groupes communautaires pour la problématique de l'itinérance. On travaille aussi sur la question d'habitat autochtone au Québec. Donc, avec différents projets qu'on a fait avec des communautés. On est très connu pour ce qu'on fait en coopération internationale, donc des projets d'aide avec des ONG pour faire des infrastructures communautaires dans des pays en voie de développement. La résilience diluvienne dont on va parler aujourd'hui. Puis on a aussi, mis à part ces 4 programmes-là qui relèvent plus de l'assistance sur des problématiques spécifiques, on a des programmes d'engagement du secteur de l'architecture, donc en termes d'éducation, en termes d'engagement bénévole, évidemment des activités de levée de fonds comme tout organisme de bienfaisance, puis aussi des activités d'économie circulaire pour faire de la réutilisation de matériaux au bénéfice de nos activités. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai mis l'hyperlien en bas. Vous aurez le webinaire si vous voulez vous suivre nos activités, ce qu'on fait en résilience diluvienne et autres, pour vous inscrire à notre infolette. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes de résilience diluvienne et pourquoi on le fait? Bon, notre programme de résilience diluvienne cherche à trouver des solutions pour adapter le Québec aux inondations grâce à des actions préventives puis une assistance en cas de catastrophe. Donc, 2 axes d'intervention, l'assistance post-catastrophe puis l'adaptation des infrastructures. Encore une fois, je mets l'hyperlien si vous voulez voir un petit résumé de ce programme-là, des objectifs du programme. Tout ça dans un contexte où la facture des crues printanières récentes de 2011, 2017, 2019 a été vraiment gigantissime. Là, ça se chiffre en milliards. Les coûts liés aux dégâts et aux éliminations sont vraiment importants. La gestion de crise est coûteuse. Ça, c'est sans parler de la souffrance psychologique, puis de la perte aussi de bâtiments puis de l'altération du tissu urbain. Donc, pour ASFQ, ces crises-là ont mis en évidence les vulnérabilités des municipalités, les vulnérabilités sociales, puis aussi territoriales et celles du cadre bâti. Le Québec s'est doté de plusieurs outils qui favorisent la prévention puis le rétablissement à l'échelle du bâtiment, mais ASFQ a décidé de travailler, de se consacrer à ce programme-là, sur ces problématiques-là, pour combler certains manques qu'on a constatés. Ici, je mets 2 photos, là, de Richelieu 2011 et Montréal 2017. On est intervenu, nous, dans ces 2 événements-là, en faisant des espèces de cliniques d'intervention d'urgence pour aider
leur établissement en apportant de l'expertise de l'architecture, que les bons gestes de dégarnissage, les bons choix de rénovation soient faits rapidement, sans quoi les dégâts s'aggravaient, les moisissures montaient partout dans la maison, puis après ça, c'était perte totale. Ça nous a amené à être en lien avec beaucoup de vulnérabilité, puis on s'est rendu compte d'une part qu'il faut vraiment améliorer les pratiques d'aide au rétablissement par l'expertise des professionnels du bâtiment, donc en termes d'assistance post-catastrophe, mais ça nous a amené à nous rendre compte en 2017, surtout après avoir participé au forum inondation que le gouvernement du Québec a organisé, que l'architecture était le maillon manquant de cette grande conversation-là sur la résilience aux inondations. En fait, au forum aux inondations, où on a été mandaté d'aller pour représenter notre organisme puis l'Ordre des architectes, il n'y a jamais eu la mention du mot bâtiment, puis jamais la mention du mot architecture. Donc, on s'est dit, il y a une contribution qui manque du secteur architecture et bâtiment. Notamment pour sortir le débat public d'un dilemme qu'on entend parfois entre est-ce qu'on doit démolir et délocaliser des bâtiments et des quartiers pour toujours, ou est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique? Mais dans ce contexte-là, l'architecture amène des solutions pour penser comment on peut vivre avec l'eau et comment on peut reconstruire autrement, peut-être en zone inondable, lorsque c'est pertinent. Donc, c'est ça qui nous a amené à initier le projet dont on va vous présenter certains constats, certaines observations. Prochaine diapo. Donc, on est en partenariat avec la communauté métropolitaine de Montréal qui a reconnu la valeur de l'architecture et le design dans la problématique des inondations. La CMM a été mandatée en fait par le gouvernement pour réviser le cadre normatif qui est applicable en zone inondable. Et elle a souhaité une gestion du risque qui est intégrée à l'échelle du territoire et du bâtiment. C'est pour cette raison-là que la CMM a mandaté d'une part Isabelle Thomas pour obtenir des recommandations sur les mesures d'adaptation de résilience à l'échelle du territoire et d'autre part, elle a mandaté ASFQ pour faire la même chose à l'échelle du bâtiment. C'est dans ce contexte-là qu'on a un projet en cours dans lequel on fait une revue de littérature, on fait un sondage auprès des professionnels, puis on fait une analyse de la faisabilité technique et réglementaire de certaines mesures d'adaptation qui existent ailleurs ou qui sont possibles au Québec. Tout ça dans le contexte où la CMM veut réviser une annexe qu'on vous a mis ici, c'est l'annexe 1 de la PPRLPI, donc la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, qui est très élémentaire et qui date de plusieurs années. Donc, tout ce qu'on a au Québec pour faire des bâtiments en zone inondable, c'est les quelques mots que vous voyez sur cette annexe-là. Donc, c'est une réglementation qui est très lacunaire, très peu exhaustive. Puis la CMM est intéressée d'avoir un avis sur comment on peut moderniser cette politique-là. Donc, on a le projet qui est en cours. C'est Hélène Levasseur qui est la coordonnatrice de ce projet de recherche-là. Elle est accompagnée par un comité consultatif qu'on a mis sur pied d'experts, certains des personnes qui sont vraiment qualifiées pour se prononcer un peu sur la question puis faire une caisse de résonance sur comment on pourrait moderniser cette politique-là puis quelles sont les mesures d'adaptation possibles en zone inondable qui s'appliquent au Québec. Donc, je vous ai présenté un peu ASFQ puis nos intentions par rapport à la résilience diluvienne, puis le projet. Je vais laisser maintenant Hélène vous présenter un peu le fruit du travail qui était fait dans le cadre de ce projet-là, puis aussi parler de tout ce qu'elle va vous dire. Voilà. Merci. Merci Bruno. Alors, moi, je vais vous présenter un peu dans cet ordre-là. Dans le fond, je vais faire un état des lieux. Je vais aussi aborder la question de la gestion des inondations à l'échelle du bâtiment. Ensuite, je vais introduire 3 types de stratégies, donc les stratégies d'accueil de l'eau, les stratégies de résistance, celles d'évitement. Je vais compléter avec quelques cas exemplaires et ensuite, je vais énoncer les prochaines étapes vers un environnement bâti résilient aux inondations. J'ai perdu ma souris, désolée. Donc, pour l'état des lieux, comme disait Bruno, un peu, on a constaté que l'architecture est la grande oubliée. La discussion entourant la question de la gestion des risques d'inondation. D'abord, il y a peu, voire de pistes de solutions pratiques à l'échelle du bâtiment et de son enceinte qui ont été identifiées dans les plans d'action et de protection du gouvernement québécois. Et ce, bien que l'architecture représente, selon nous, un important levier technique d'adaptation des bâtiments.
Je vais vous donner quelques exemples de ça. Dans le fond, le ministère de la Sécurité publique a présenté en 2018 un plan d'action en matière de sécurité civile relative aux inondations. On présente pas moins de 24 mesures pour assurer une gestion plus efficace des risques liés aux inondations. Toutefois, comme disait Bruno, le mot bâtiment n'apparaît jamais et l'architecture n'est jamais non plus mentionnée comme secteur d'activité qui peut contribuer à la mise en œuvre d'actions. Cependant, on croit que l'architecture comme champ disciplinaire peut contribuer à l'accroissement de la préparation au sinistre, de la prévention et aussi de la connaissance, par exemple, par la mise en œuvre à l'échelle du bâtiment d'activités de communication axées sur l'importance de se préparer face aux inondations et aussi pour la sensibilisation des collectivités par la mise en place d'activités de communication qui seraient adaptées aux réalités des diverses localités et des régions. Aussi, on pourrait, par rapport au thème 3 de ce plan d'action, donc on pourrait intervenir pour le thème 3, donc qui est de faire face aux défis actuels et futurs, notamment en lien avec la mesure 22, qui est la documentation de bonnes pratiques municipales en matière de sécurité civile, mais aussi la création d'un incubateur favorisant l'émergence de nouvelles approches. Bien, tu manges ça avec moi? Chocolat? Bonjour. Ensuite, par rapport, il y a aussi le ministère, le MAMAJ, dans le fond, qui a présenté en avril dernier le plan de protection du territoire face aux inondations. Donc, des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie. L'architecture peut contribuer à 2 des 4 grands objectifs selon nous, donc planifier et intervenir, connaître et communiquer. Par exemple, la mesure 10 vise à soutenir la mise en place de mesures de résilience et d'adaptation face aux inondations et la mesure 11 vise à soutenir la mise en place de mesures visant à la relocalisation de bâtiments hors des secteurs jugés à risque d'inondation. Il est d'ailleurs spécifié qu'un investissement pourrait couvrir l'immunisation préventive de certains bâtiments. Très bien. Sauf que les mesures architecturales de réduction de la vulnérabilité aux inondations sont méconnues au Québec. Donc, l'offre de services en construction résiliente ou résistante aux inondations est plutôt mince. Enfin, peu de pistes de solutions pratiques à l'échelle du bâtiment sont sur la table présentement au Québec. Par contre, il y a déjà plusieurs guides sur l'adaptation des bâtiments et ouvrages de vulgarisation qui ont été produits ailleurs, notamment en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ici, j'en présente 2 qui nous ont beaucoup servi au début de l'étude. Donc, le livre édité par le RIBA de Edward Bartley, Retrofitting for Flood Resilience. Et aussi, je vous présente un guide municipal qui est celui qui a été produit par la ville de Boston. Plusieurs études aussi plutôt académiques ont été réalisées. Je vous en présente d'autres ici. Présentement, particulièrement celle du Royaume-Uni et en France qui salue l'adoption de stratégies d'accueil des eaux de crue, souvent combinées à des mesures de résistance. Notamment, les données présentées dans ces rapports, dont celui de l'ADEFRA, qui est le département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales du gouvernement britannique, était l'efficacité d'une liste toujours croissante de stratégies de résilience à faible coût à l'échelle du bâtiment pour limiter les dommages aux inondations. En somme, ces travaux donnent à voir les avantages de l'adoption d'approches où on laisse de la place pour l'eau, mais qui impliquent d'apprendre à mieux vivre avec le risque. On constate donc que ce type d'approche de la résilience est de plus en plus encouragé à l'étranger. Ici, je vais vous présenter une liste de bénéfices, d'ailleurs, qui ont été relevés pour les occupants. Donc, il y a l'augmentation de la sécurité, l'augmentation aussi du bien-être de ces occupants, la réduction du délai de rétablissement, la réduction de la prime d'assurance. Encore faut-il que les assureurs emboîtent le pas. Il y a aussi le financement qui pourrait être facilité par certaines municipalités dotées d'un plan d'action pour faire face aux aléas climatiques. Il y a aussi l'augmentation de la valeur d'une propriété riveraine qui serait bien adaptée à son milieu.
S'ajoute aussi l'augmentation de la santé communautaire, la réduction de la facture de l'État et la préservation du tissu urbain. Cela dit, notre revue de la littérature montre au Québec que le Québec accuse un certain retard. Toutefois, en 2017, un des articles que je vous présentais précédemment, celui de Lamont et Proverbe réalisé au Royaume-Uni, a fait la généalogie des écrits sur la question de l'adaptation des bâtiments. Donc, en troisième lieu, après 2 écrits qui ont été réalisés aux États-Unis, il y en a un qui a été produit au Canada en 1978 et traduit en 1979. Donc, c'est un rapport qui avait été fait par une firme de consultants à la demande du ministère des Pêches et de l'Environnement du Canada. Et dans la conclusion, on peut lire que par l'étanchement des bâtiments existants, par la conception d'immeubles à l'épreuve des inondations, il deviendrait possible de réduire les dégâts structurels éventuels dans les zones inondables. Si des raisons d'ordre économique s'opposent à la construction d'ouvrages de protection, il est donc possible de prévoir la protection d'un immeuble contre les inondations dès le stade de sa conception, répondant ainsi aux besoins d'un programme régissant l'ensemble des zones inondables. Donc, ceci est dans un rapport qui a probablement été tabletté quelque part au début des années 80. Ceci dit, je pense que c'est un savoir qui a été encore plus ancien qu'on a chez nous au Québec, parce que des images historiques, ici des photographies prises en 1907, montrent des maisons construites sur pilotis à Cap-Diamant, donc en bordure du fleuve à Québec. Donc, il y a eu une certaine perte de mémoire où il y a eu un savoir oublié quelque part. Alors, entrer dans le vif du sujet, la gestion des inondations à l'échelle du bâtiment. Ici, bon, je vais vous introduire un peu qu'est-ce que la résilience des bâtiments aux inondations. En fait, elle fait référence à des mesures physiques ou à des éléments construits qui ont pour but de minimiser les dommages aux bâtiments ou des biens, qui réduisent aussi la vulnérabilité des personnes aux inondations et qui accélèrent le rétablissement et la réoccupation. La résilience des bâtiments aux inondations est aussi basée sur 2 principes, soit une forte capacité d'adaptation des bâtiments, mais aussi des occupants, et une faible sensibilité à l'eau des bâtiments et des biens. Mais par contre, avant d'aller tout plus loin, juste pour calmer un peu le jeu, je veux dire qu'il est toutefois, même si on parle d'adaptation du bâtiment, il est quand même essentiel de mentionner que la gestion des inondations doit être abordée à plusieurs échelles, dont l'architecture, mais encore plus au niveau territorial et même du bassin versant, notamment pour réduire l'exposition des communautés existantes. On peut créer des aménagements en rive des cours d'eau, mais aussi pour réduire la vitesse des eaux, en augmentant par exemple la possibilité d'infiltration bien en amont des communautés. Donc là, on parle à l'échelle du bassin versant. Mais par contre, moi aujourd'hui, je n'avance pas plus sur ce dossier. Je vais vraiment rester concentrée sur la maison, même plus particulièrement. Donc ici, le petit dessin que je vous présente, je l'ai tiré de l'ouvrage de Barsley que je vous ai présenté au départ. Donc, c'est les actions d'une inondation sur le bâtiment. Ici, j'en présente 7. Donc, il y a la montée des eaux par capillarité dans le bâtiment, donc bien au-delà de la zone inondée. Il y a aussi les pressions latérales, donc ce qu'on appelle la force hydrostatique, donc l'eau à l'extérieur de la fondation ou sous la fondation qui exerce une pression sur la structure du bâtiment et sa fondation. Il y a aussi la force de soulèvement, donc si l'eau s'introduit sous le bâtiment, sous la fondation, la maison peut être relevée. En 4, il y a l'impact des vagues, si la maison est en zone côtière, ou l'impact des débris qu'on peut voir plus le long des, ici, près de Montréal, donc le long des rivières. Il y a aussi les effets de l'érosion et les forces hydrodynamiques. Donc justement, ça c'est plus pour la vélocité et aussi les vagues.
Ensuite, après les actions, ça, c'est les conséquences sur le bâti pendant et après l'inondation. Donc, ils sont nombreux, j'en présente seulement quelques-uns, dont le revêtement des murs et du sol qui peuvent être endommagés. En fait, l'eau rentre par les portes, rentre par la brique, rentre sous le plancher. Bref, aussi les biens et accessoires sont endommagés dans la maison. Ensuite, il y a les revêtements après l'inondation, donc les revêtements intérieurs et extérieurs peuvent demeurer humides un certain temps. Il peut y avoir la croissance de moisissures. Les sels ou les autres contaminants, ils vont être déposés sur les matériaux de la maison. Le contenu de la maison est aussi contaminé et doit être retiré. Et il y a aussi un risque de rétractation pendant le processus de séchage. Donc, certains matériaux pourraient changer de forme, se déformer. Ce n'est que quelques exemples. Donc, pour faire face à l'inondation, il y a 3 grands types de stratégies de résilience que je vais vous présenter dans le détail dans les prochaines diapositives. Donc, il y a l'accueil des eaux, il y a la résistance et il y a l'évitement. Donc, les 2 premières consistent à embrasser la menace et à se prémunir pour y faire face, et le troisième consiste plutôt à éviter le risque. Mais j'insiste quand même qu'en zone inondable, peu importe la stratégie adoptée pour protéger une maison, ce qui demeure le plus important, c'est la sécurité des personnes. Donc, il est essentiel de prévoir toujours, peu importe la solution, si on décide de rester sur place, de prévoir une zone refuge pour les occupants et aussi de sécurité les espaces extérieurs qui pourraient être d'éventuels problèmes pour les sécuristes. Par exemple, on parle de marquer l'emplacement d'une piscine creusée, par exemple. Alors, on va y aller avec les stratégies d'accueil. Bon. Celle-ci implique le passage contrôlé de l'eau à l'intérieur d'une structure adéquatement ancrée et faite de matériaux résistants à l'eau et se rétablissant rapidement. Ces mesures consistent à élever au-dessus des eaux de crue les équipements et les biens pouvant être endommagés par une inondation pour réduire leur exposition et de ce fait diminuer leur vulnérabilité. Dans le détail, ça peut impliquer par exemple de laisser de la place entre les cabinets de cuisine et le mur pour favoriser le séchage. On peut aussi prévoir des tiroirs dans la cuisine qui puissent facilement être retirés en prévision d'une crue. Les appareils électroménagers et électroniques devraient aussi être installés dans des lieux plus élevés. On voit par exemple le frigo et la cuisinière qui sont plus hauts, qui sont pas au niveau du sol. Les murs intérieurs aussi et les planchers dans la partie du bâtiment potentiellement inondé doivent être conçus de manière à résister à la force hydrostatique de l'eau. Les équipements doivent être installés comme des pompes, par exemple, pour accélérer le retrait de l'eau suite à l'inondation. D'autres mesures aussi doivent être adoptées, dont par exemple la modification des circuits électriques et la protection des équipements de génie climatique. Des évents d'inondation peuvent aussi être installés pour permettre plus facilement l'entrée de l'eau et par le fait même réduire la pression de l'eau sur les murs et la fondation qui peuvent causer d'importants dégâts, voire même la perte totale d'un bâtiment. Par rapport aux stratégies de résistance maintenant, elles impliquent l'adoption de mesures structurelles et non structurelles visant à empêcher le passage de l'eau à l'intérieur d'une structure adéquatement ancrée. Donc, ces mesures impliquent, ces mesures-là sont implantées soit autour du périmètre de la propriété ou installées directement sur la propriété. Les matériaux extérieurs doivent être résistants à l'eau et la structure même de la construction doit être très performante. Notamment, il faut concevoir des fondations de manière à résister à la force hydrostatique. Il faut aussi imperméabiliser la fondation et colmater définitivement les voies d'entrée d'eau, par exemple toutes les fissures d'une fondation. En ce qui a trait aux équipements, on doit aussi installer des systèmes de pompage et d'élimination des eaux résiduelles si elles venaient à entrer. Il faut aussi installer des clapiers anti-retour. On peut aussi munir le bâtiment de portes et fenêtres résistantes aux inondations.
On doit aussi mettre des couvercles sur tous les évents à briques. Et il y a aussi des dispositifs d'étanchéité temporaires et amovibles qui peuvent être installés, par exemple des bâtards d'eau, qui peuvent nécessiter ou non l'intervention humaine. Certains sont conçus pour se déployer mécaniquement si l'eau venait à s'y infiltrer. Ici, un exemple de rénovation qui a eu lieu à Venise. Donc, le projet Plus 160. En fait, c'est un petit espace résidentiel au rez-de-chaussée. Lors de la rénovation de l'espace, il a été conçu de manière à se protéger des marées hautes périodiques à Venise. Donc, les architectes ont travaillé à partir d'une étude sur les niveaux moyens des marées entre 1870 et 2000. Puis, cette étude-là révélait qu'un niveau de plus 160 cm serait suffisant pour protéger l'espace des marées hautes, maximales centenaires. Ils ont alors conçu un espace de vie tel un réservoir en béton armé, offrant une barrière au niveau plus 60. Ici, on voit des détails dans la troisième image devant la porte, donc on doit monter et redescendre dans l'espace. On voit aussi sur la deuxième photographie comment les murs de béton montent jusqu'à ce niveau 160. Je vais vous présenter les coupes du bâtiment pour satisfaire les architectes dans la salle. Donc, on voit la coupe du canal. En fait, le muret du canal lui-même est à plus 84 cm. Le plancher réel de l'appartement est à plus 122, alors qu'à l'entrée, on voit, dans le fond, les excroissances, dans le fond, de la fondation à plus 160 cm. Petite mise en garde versus les stratégies de la résistance. Elles ne conviennent pas à tout type de construction. Il faut d'abord s'assurer en premier lieu de la capacité de la structure. Il faut aussi penser à l'efficacité du système anti-retour et à l'étanchéité des planchers de la fondation. Les dispositifs de résistance peuvent être aussi endommagés par les débris transportés. Si on pense par exemple aux bâtards d'eau qu'on peut installer sur les portes et les fenêtres. Et aussi, la pression hydrodynamique peut causer d'importants dommages. Lorsqu'il s'agit particulièrement de l'imperméabilisation des fondations, on peut penser au soulèvement possible. On l'a d'ailleurs vu en 2019 en Beauce, il y a eu plusieurs maisons bateaux qui ont été soulevées à cause de la pression de l'eau. Donc, l'eau ne s'est pas infiltrée dans le bâtiment, mais les bâtiments sont pratiquement en perte totale à cause d'un important problème de structure. Ensuite, les stratégies d'évitement. Il y en a plusieurs. Je vais vous en nommer quelques-unes. Donc, en un, il y a la construction sur remblai. En fait, de manière générale, la stratégie d'évitement implique un déplacement vertical ou horizontal des bâtiments ou encore des espaces de vie hors d'atteinte des eaux de crue. Donc, il peut y avoir en un la construction sur remblai. Par contre, il y a un enjeu de déplacement des eaux des crues, donc ce n'est pas toujours possible. On fait déplacer le problème ailleurs. Il y a aussi le rehaussement des rez-de-chaussée. Encore faut-il que la hauteur des plafonds le permette. En 3, il y a la relocalisation des espaces habitables à l'étage. Là encore, il y a un enjeu d'accessibilité, souvent. En 4, il y a la maison amphibie, donc une construction qui peut se soulever par flottaison lors d'une crue. Cette option est toutefois assez coûteuse et l'enjeu majeur par rapport à ça, c'est que des débris s'introduisent entre le plancher et la fondation lorsqu'il y a soulèvement. Donc, ça peut abîmer le mécanisme même de la chose. Ensuite, en 5, il y a l'ajout d'un étage supplémentaire. Donc, ça, par contre, il faut que la structure de la maison initiale le permette et aussi que la municipalité le permette. Il y a en plus un enjeu d'accessibilité. En 6, il y a la maison sur pilotis. Le principal enjeu par rapport à ça, c'est celui de la réglementation, où c'est vraiment pas permis partout. Il y a aussi l'enjeu paysager, celui d'accessibilité.
Et ensuite, la relocalisation hors de la zone de risque. Donc, c'est souvent une stratégie présentement qui est adoptée. Par contre, on observe la fragmentation du tissu urbain et aussi l'effritement des communautés. Alors, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît ce bâtiment et sait où il est situé. – On donne 2-3 secondes de réflexion. Est-ce que c'est Saint-Raymond? Est-ce que c'est Oui! une école? Oui, c'est Isabelle. Est-ce que j'entends Isabelle? Oui, tout à fait, c'est Isabelle Thomas. Bon, ben, c'est notre collaboratrice qui a triché, donc... Non, mais je ne suis pas étonné qu'Isabelle, toi, tu en as entendu parler. Mais Hélène, vas-y, raconte un peu l'histoire. Ben, en fait, c'est un bâtiment sur pilotis au Québec qui a été construit en 1961. Encore là pour dire qu'il y a vraiment un savoir au Québec qu'on a tendance à avoir établetté, on dirait. Donc, en bordure de la rivière, qui a un problème d'embâcle assez récurrent. Donc, on voit sur la seconde photographie en plein milieu, le grand bâtiment à elle, c'est l'école qui est présentement complètement, à ce moment-là, complètement entourée d'eau. Aucun enjeu, aucun bris a été vraiment constaté dans cette construction complètement adaptée à son milieu. Toutefois, si on regarde complètement à gauche de l'image, l'autre bâtiment jaune en brique, c'est une résidence de personnes âgées qui, elle, a été construite par après et qui n'était pas adaptée. Donc, on doit régulièrement évacuer les résidents, ce qui pose problème. Par contre, je crois qu'à Saint-Raymond-de-Portneuf, on connaît bien la situation et le règlement municipal accepte toujours la construction sur pilotis, donc cette fameuse résidence-là qui s'appelle l'Escale ou l'Estacade, excusez-moi, son nom m'échappe. Présentement, il y a un projet d'agrandissement qui serait fait sur pilotis. Ce qu'on m'a soufflé à l'oreille, je n'ai pas encore vérifié. Bref, il y a un certain savoir au Québec, il faudrait peut-être l'exploiter davantage. Donc ça, c'est pour un exemple de bâtiment qui évite les inondations. Je parlais tout à l'heure des maisons amphibies. Je vais vous présenter celui-là puisque je crois qu'il est peu connu. En fait, c'est une pratique innovante qui a en fait la première maison amphibie fonctionnelle et qui a l'air d'une réelle maison, c'est celle de Baca Architectes, des architectes britanniques. Donc, la maison, elle est bien assise sur le sol et ne se soulève que si l'eau monte. Elle est maintenue en place grâce à des guides d'acier qui minimisent les mouvements latéraux en cas de submersion, quand la maison se lève, en fait. Aussi, au Québec, pas au Québec, mais au Canada, en Ontario, on a commencé à étudier cette possibilité-là, voir si ça pouvait être adapté à notre climat. En fait, c'est à l'Université de Waterloo, un projet financé par le Conseil national de la recherche du Canada. On est en train de développer une maison amphibie pour le climat canadien. En fait, suite au prototypage que vous voyez ici sur les images, l'équipe dirigée par Elisabeth English, là-bas, compte rédiger des lignes directrices vers l'inclusion de la construction amphibie dans le code du bâtiment. Donc, il y a espoir. Ensuite, je vais présenter une série de cas exemplaires où il y a eu l'adoption de diverses stratégies d'adaptation. Donc, un mélange de tout ça. C'est une série de projets théoriques ou construits. Je vais présenter avec les projets construits. En fait, la première image en haut, c'est celle de l'ancienne école Saint-Vincent-de-Paul à Ambès, en France. En fait, c'est un petit pavillon d'un étage régulièrement inondé. Donc, lors de la rénovation, ils en ont profité pour mieux adapter le bâtiment. En fait, la partie existante, donc plus basse, a été construite, rénovée avec des matériaux résilients. Donc, on accepte qu'en cas d'inondation, elle soit inondée. Par contre, tout l'agrandissement a été surélevé
Et aussi, il n'y a pas de vide sanitaire, donc c'est vraiment sous le bâtiment. Je ne sais pas si vous le voyez dans la photo de droite, mais il y a vraiment un espace sous le bâtiment qui permet à l'eau de passer dans le fond, à travers la fondation. Donc, par contre, en plus, le plancher est aussi soulevé au-dessus de la ligne des eaux. Donc, non seulement le bâtiment est mieux prémuni face aux inondations, la communauté s'est aussi dotée d'une zone refuge pour les populations vulnérables parce qu'en cas d'inondation, la petite communauté qui, elle, qui présente plusieurs habitations non adaptées, cette école-là devient le refuge pour accueillir les sinistrés. Donc, en plus, le bâtiment a été prévu avec une certaine autonomie, autant au niveau de l'électricité que de l'approvisionnement en eau. Donc, en cas de crise, il peut demeurer fonctionnel. Je vais vous présenter ici, il y a la coupe. Donc, vous voyez le seuil des eaux. Vous voyez la partie existante, ancienne dans le fond, qui va vraiment être inondée, qui est maintenant la salle polyvalente. Par contre, dans l'agrandissement, tous les planchers de rez-de-chaussée et ceux de l'étage sont au-dessus de la ligne des eaux. C'est aussi prévu avec un système de passerelle pour que le bâtiment demeure accessible en cas d'inondation. Un autre projet que nous aimons bien chez Architecture sans frontières, qui est de l'architecte Éric Daniel Lacombe, qui est d'ailleurs un membre de notre comité consultatif. C'est son projet de la cité fluviale Amatra, à Romorantin, en France. En fait, l'architecte a créé sur un terrain industriel, dans le fond, un ensemble sur lequel il y a différents équipements, mais il y a aussi des logements, il y a des résidences pour les personnes âgées, des logements sociaux. Le tout protégé du risque d'inondation. Si la crue venait à passer la cote d'alerte, dit Éric, le parc servirait à la fois d'alerte visuelle, parce qu'on verrait dans les jardins l'eau s'y accumuler, et en même temps de bassin de rétention. Le quartier a d'ailleurs reçu le Grand Prix d'aménagement en 2015, qui s'appelle « Comment mieux bâtir en terrain inondable ». Et ce qui est encore plus intéressant sur ce projet-là pour nous, et pour vous le présenter, c'est qu'il a été inondé en 2016. Donc, il a pu démontrer ses capacités. Les dégâts ont été minimes, révèle Éric, alors que d'autres quartiers autour ont été inondés sous 1,5 mètres d'eau pendant une semaine. Alors, son produit a démontré ses capacités. Plus près de nous, je vais vous présenter un projet qui est développé ici par la Société de Couprim. En fait, c'est un produit immobilier qui pourrait, selon eux, être une solution intéressante pour bâtir et rebâtir en zone inondable. Entre autres particularités dans le projet de Couprim, il y a le rachat de propriétés riveraines qui pourrait à la fois dédommager des propriétaires terriens qui ont tout perdu, mais aussi permettre la construction d'un système multirésidentiel se déployant sur plusieurs niveaux et offrant les mêmes atouts qu'une maison unifamiliale. Donc, par exemple, l'accès à des espaces verts, à des serres, des lieux de jardinage, des terrains de jeu et tout ça. Donc, mais à chaque étage. Aussi, toutes les habitations du dit modèle se retrouveraient au-dessus de la ligne des crues, donc réduisant ici la vulnérabilité des logements et aussi des occupants. De la sorte, le projet veut maintenir la structure de voisinage, donc préserver l'esprit de communauté d'un lieu et en même temps préserver l'assiette fiscale d'une municipalité avec un territoire en zone inondable. En plus, l'espace dégagé au sol, puisqu'on se construirait en hauteur, permettrait l'aménagement de parcs donnant accès aux rives et en plus l'aménagement de zones de rétention. Enfin, le dernier projet que je veux vous présenter, en fait, c'est un projet théorique de Retrofitting Resilience Study qui a été réalisé par The Environmental Design Studio. C'est le Conseil de recherche en génie et sciences physiques du Royaume-Uni qui a financé ce projet-là sur 3 ans, qui explore une nouvelle méthode pour évaluer la résilience aux inondations des communautés existantes. Il fournit un cadre qui peut être utilisé pour considérer plusieurs scénarios de risque d'inondation
avec une analyse qui explore les aspects temporels du rétablissement et aussi les conséquences des inondations au niveau de la propriété directement, donc de la maison. À travers l'étude, des outils de communication et de visualisation du risque d'inondation ont été développés pour mieux comprendre les conséquences des inondations, tant tangibles qu'immatérielles, et aussi les avantages de la résilience à l'échelle de la propriété. Dans ce projet-là, c'est le village de Wadling qui a été utilisé comme terrain d'étude dans cette recherche. Et c'est une recherche multidisciplinaire, excusez-moi, qui a été menée en collaboration, bon, je le disais, avec les résidents, mais aussi avec l'Agence de l'environnement du Royaume-Uni et des architectes et des ingénieurs. Par rapport à ça, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Architecture sans frontières sur son LinkedIn et moi-même, la semaine dernière, on a partagé un paysage sonore. C'est un court film d'à peu près 6 minutes où on voit vraiment dans le temps d'une inondation et de son rétablissement, comment une communauté peut se relever si elle est bien adaptée aux inondations. L'inverse, on voit aussi comment une communauté moins bien prémunie, comment ça peut être beaucoup plus long et plus difficile pour eux de revenir à une normale, acceptable. Bruno, est-ce que je te redonne la parole pour les prochaines étapes ou tu veux que j'en parle? Non, vas-y. Parfait. Donc, pour nous, en fait, pas pour nous, mais plus largement, les prochaines étapes vers un environnement bâti résilient aux inondations, il y en a plusieurs. On a d'abord constaté que c'est avant tout un grand problème d'éducation. Donc, il va falloir éduquer, communiquer autant les communautés, les décideurs, la communauté aussi de l'architecture et de la construction. Il faut initier un changement de mentalité par rapport à la façon dont on habite, dont on construit et on habite les rives, notamment la question du sous-sol fini au Québec. C'est là, ça semble être un peu le nerf de la guerre, la première étape, le premier maillon à s'attaquer. Ensuite, aussi, il va falloir développer de nouvelles manières de communiquer le risque et les stratégies pour réduire les conséquences d'une inondation. Il va falloir aussi financer le changement. Il va falloir, en lien avec ça, peut-être récompenser la résilience à l'échelle du bâtiment, voire cesser les indemnisations dans certains cas par rapport notamment au sous-sol fini. Il va falloir aussi moderniser la réglementation pour permettre l'expérimentation de techniques novatrices, innovantes, voire même seulement faire des pilotis, chose qu'on faisait en 1900. Donc, peut-être revoir le cadre réglementaire pour qu'on puisse recommencer à construire de la sorte. Il va falloir aussi que la communauté de l'architecture emboîte le pas pour tester des solutions par des projets d'architecture. Et aussi, il va falloir éventuellement développer et même cultiver un certain esthétisme de la résilience. Donc, que ça devienne bien acceptable et bien conçu par rapport au paysage qu'on a, donc bien intégré à nos paysages existants. Il y a aussi les prochaines étapes plus directement pour nous, chez Architecture sans frontières. Donc, d'abord, continuer notre projet de révision de la PPR-LPI. Il y a une erreur là. Aussi... C'est mon erreur. C'est pas grave, je te pardonne. Donc, il va falloir évaluer donc la faisabilité technique des mesures qu'on vous a proposées, qu'on vous a présentées brièvement aujourd'hui, aussi la faisabilité réglementaire. Et ensuite, il va falloir rédiger le fameux rapport et le présenter. C'est un rapport qui sera d'ailleurs rendu public probablement au début de 2021. Bruno? Et maintenant, la bonne nouvelle, on peut l'annoncer ensemble. En fait, on est heureux, je pense, d'annoncer qu'on va débuter un nouveau projet à partir de 2021-2022 qui va s'intituler Architecture résiliente aux inondations, développement d'expertise et transfert de connaissances. Alors, c'est un projet qu'on a réussi à faire financer grâce à l'appel de projet du risque par le FRQ.
Puis, on a toute une série de partenaires qui appuient le projet et qui vont collaborer, dont à l'Université de Montréal, Isabelle Thomas, qui devinait notre question quiz tantôt pour le projet de Saint-Raymond. Donc, c'est un projet pour lequel dont vous aurez peut-être des nouvelles ou si vous avez des questions, on peut en parler aussi. Donc, Hélène, as-tu un mot à dire aussi par rapport au projet, outre qu'on est très, très heureux? Bien, on est vraiment très heureux, d'autant plus qu'on va collaborer avec Isabelle. Donc, l'équipe va être extra-muraux dans le fond. Là, le projet qu'on vous a présenté, on le faisait simplement à l'interne. C'est le fun de pouvoir travailler avec d'autres cerveaux et d'autres cerveaux qui travaillent à une autre échelle que nous. Donc, nous, on était vraiment concentrés sur le bâtiment, ce qui parfois paraît un peu contre-intuitif parce qu'on sait que le projet, les enjeux demandent à ce qu'on regarde la problématique vraiment plus largement et Isabelle a ce regard, donc elle va pouvoir alimenter notre réflexion. On en profite pour remercier les partenaires de leur confiance aussi. Puis on va continuer à travailler avec la CMM, qui reste partenaire de ce nouveau projet-là aussi. Puis la SQI, puis la SHQ aussi, qui vont amener une expertise qui cherchent à développer eux-mêmes à l'interne avec des projets et des professionnels qu'ils ont. Donc, belle opportunité qu'on vous partage pour cet apport nécessaire de l'architecture dans cette grande conversation de la résilience aux inondations. Alors voilà, c'est tout pour nous. C'est le moment de poser vos questions s'il y en a. Je redonne la parole à Thomas. Oui, je vais prendre la parole. Hélène et Bruno, merci beaucoup pour votre présentation. C'est inspirant puis éclairant de voir à quel point la créativité peut nous permettre de trouver des solutions. Pour la période de questions, en fait, ça doit se terminer à 1h, mais je vous propose, si Hélène et Bruno, si vous êtes disponibles, de faire une période de questions jusqu'à 1h10. Si ça vous va, donc d'étendre un peu pour ceux et celles qui peuvent rester. Puis, la façon de fonctionner, parce qu'il y a plusieurs personnes, ben, j'invite ceux et celles qui ont des questions à lever la main avec l'outil réaction. Puis, je vais prendre en note les noms, puis je vous interpellerai au fur et à mesure. S'il y a des questions, on va fonctionner comme ça, puis ça devrait bien aller. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent peut-être des questions en privé. Oui, il y a des gens qui écrivent des questions en privé. Je peux peut-être commencer par une question de Frédéric Gauthier. Puis les autres en levant les mains, là, je vois qu'il y a Nicole ensuite. Donc, première question, allez-vous intégrer les impacts associés au changement climatique à vos prochains projets? De Frédéric Gauthier. Ben, selon moi, c'est directement lié, en fait. Donc, oui, parce que en fait, on regarde la problématique au niveau, surtout présentement, on travaille par rapport aux inondations fluviales et bon, les crues printanières et tout ça, qui deviennent de plus en plus importantes d'année en année. Mais en même temps, avec les changements climatiques, on voit aussi au niveau urbain, la problématique s'aggrave. Donc, il y a de plus en plus d'inondations urbaines. Par rapport à ça, en fait, c'est tout interrelié selon nous parce que oui, il va y avoir, quand on parle de l'immunisation, quand je disais qu'il faut regarder plus large, ça va aussi avec la rétention des eaux. Donc, par exemple, au bâtiment, c'est sûr que c'est bien d'immuniser, d'adapter un bâtiment aux inondations, par exemple, donc d'imperméabiliser les fondations et ce genre de mesures, la faire sur pilotis. Mais quand on pense à réduire les eaux de ruissellement, c'est aussi de penser probablement aux toitures vertes qui peuvent faire de la rétention des eaux et aussi en même temps minimiser les effets d'îlots de chaleur. Éventuellement aussi, j'aimerais, ça c'est un désir personnel, qu'on aborde aussi tout ce qui est la question de l'érosion côtière de plus en plus. Mais selon nous, la question qu'on pose aujourd'hui, en fait, sur laquelle on se penche aujourd'hui, est directement liée au changement climatique. Ça devient une priorité, en fait. Je me suis permis de
de me unmuter, c'est Frédéric Gauthier. C'est que les changements, les effets des changements, moi je travaille directement là, dans l'adaptation au changement climatique, puis une des choses qu'on voit pour les horizons 2050-2080, c'est que les effets des changements climatiques ne sont pas les mêmes partout dans nos régions au Québec. Donc, c'est important à considérer justement dans notre adaptation, la régionalité de ces changements-là qui vont peut-être, fort probablement changer les régimes de crues printanières, oui, mais aussi dans le sud du Québec, surtout des sécheresses en été, puis une fréquence et une intensité plus grande des événements de pluie. Donc, ça change les régimes hydrauliques. Là, donc, c'était pour ça que je voulais savoir comment vous voyez ça. Puis je vois bien que vous allez... je me permettrais, Frédéric, de compléter peut-être aussi. De notre côté, nous, on développe en ce moment une expertise. Puis après ça, dans le temps, la vigie qui se fera de l'impact des changements climatiques, puis la variété des impacts dans les différentes échelles régionales, dans les différents bassins versants, va amener localement les professionnels à faire des choix d'adaptation qui vont être adaptés, c'est le cas de le dire, à chaque réalité locale. Donc, ça, c'est un peu la norme en architecture. Donc, l'architecte s'intéresse au contexte pour trouver comme la solution qui va être la plus adaptée. Donc, en développant une variété peut-être de savoir sur les bonnes pratiques en zone inondable, les praticiens d'aujourd'hui et de demain devront faire des choix qui respectent la variété des aléas diluviens et d'autres aléas climatiques. Donc, si une région particulière a des inondations vraiment particulières avec en plus une zone de sécheresse intense, il faudra que les concepteurs trouvent des solutions innovantes à partir des bonnes pratiques documentées puis communiquées qui deviendront peut-être des normes à un certain point. Mais il y a toujours un travail, je pense, des professionnels en bout de ligne quand c'est le temps d'appliquer ces savoirs-là pour suivre l'évolution des circonstances. Un bon coffre à outils qu'on peut aller piger dedans. Voilà. Ouais, merci. Parfait. Merci Frédéric pour ta question, Bruno et Hélène. Et j'ai 4 autres personnes qui ont des questions. Fait qu'il va y avoir Nicole, Olivier, Stéphane, Sonia et Jeannette dans l'ordre pour vous préparer si vous voulez poser votre question verbalement. Donc, Nicole, Olivier. Oui, bonjour. Je me posais la question, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Dans le contexte réglementaire, moi, je suis une experte en réglementation, architecte. Est-ce qu'il y a des gens de vos experts qui participent ou qui tentent de participer avec le CNRC sur la rédaction de la partie 5 du Code? Parce qu'on demeure pas moins qu'on aurait beau avoir des initiatives, des guides de pratique, si on veut que dans la résidence unifamiliale qui est construite à faible coût par des promoteurs, qu'on implante de la construction résiliente, il va falloir que le cadre réglementaire exige un minimum. Et pour moi, la seule façon d'intégrer ce minimum-là, c'est d'intégrer des exigences dans la partie 5 du Code pour les bâtiments de partie 3. Moi, je suis membre votant de la partie 9. Et où est-ce qu'on fait, en effet, il y a des questions sur la gestion du drainage. Et sans doute, en effet, toute la révision requise dans le Code de la division C sur les quantités d'eau, l'accumulation d'eau, les pluies qui sont à prévoir régionalement. Cette division C-là, qui est un tableau qui n'est pas très précis, c'est seulement avec de la documentation de cartes et de zones plus fines qu'on va arriver à moduler justement les exigences réglementaires. Donc, je me posais juste la question si dans votre groupe, il y avait quelqu'un qui avait une intention de siéger en amont au CNRC pour les révisions réglementaires du Code. Bien, Nicole, je te remercie d'une question super pertinente. Je vais laisser en fait Hélène répondre, mais je pourrais te dire tout de suite que je suis content de te voir parce qu'on s'est déjà vu dans d'autres circonstances. Puis l'enjeu réglementaire est clé parce que c'est comme dans d'autres domaines, on peut faire toutes les solutions peuvent être disponibles, même financièrement possible, mais s'ils ne sont pas
réglementairement, législativement permise, possible, ben là, c'est ça, on n'est pas plus avancé. On aura peut-être l'occasion de se reparler après la conférence parce que c'est presque une invitation que tu nous lances, puis on est intéressé. Hélène va répondre, mais à l'intérieur du projet de la CMM en ce moment, c'était pas à l'intérieur du mandat, mais à l'intérieur des prochaines phases qu'on prépare, nous, on a des intentions d'avoir le plus grand impact, viser une mise en œuvre, donc c'est des choses qu'on va chercher à faire. Mais Hélène, peut-être tu peux compléter, est-ce que sur le comité consultatif, on a des gens qui ont un pied dans la réglementation de ce côté-là? On a des gens à la MRC, en fait, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai Michel Leclerc qui travaille à Vaudreuil-Soulanges. En fait, mais on n'a pas de spécialistes comme vous nommez. C'est effectivement quelque chose qu'on va avoir de besoin. Et en même temps, nous, dans notre projet à date qu'on a fait, on n'a pas commencé l'analyse au niveau réglementaire. C'était vraiment dans les prochaines étapes qu'on doit faire. Donc, c'est une question, oui, qui est essentielle à se poser. Par contre, nous, dans notre rapport, on devra proposer des mesures d'intégration, dans le fond, en fait, des pistes de réflexion que la CMM eux-mêmes, après, vont proposer en recommandation. Enfin, on doit les outiller, eux, pour faire des recommandations en vue de changer ce cadre réglementaire-là. Donc, c'est un peu multi-étape, notre affaire. Mais clairement, j'ai noté l'invitation. En fait, je l'ai pris comme une invitation. Et dans les prochaines semaines, je serais bien heureuse d'en rediscuter avec vous. Mais oui, par rapport avec les gens qu'on a déjà rencontrés, qu'on a déjà sondés dans le milieu, notamment à Boston, c'est effectivement par la réglementation qu'il faut commencer. Par la réglementation qu'il faut commencer. C'est aussi ce que Éric Lacombe à Paris nous avait mentionné dans la réalisation de la cité fluviale. C'était pas le plus grand défi de ce projet-là n'était pas de construire des bâtiments résistants aux inondations, c'était de les faire accepter par la ville. Et voilà. Peut-être juste pour compléter, bon, la question de Nicole me fait penser, c'est le genre de commentaires qui nous intéressent beaucoup. Parce que il y a énormément de professionnels, pas nécessairement des architectes, qui ont un point de vue à partager sur cette problématique-là du cadre bâti et les inondations. J'envoie dans le chat un petit lien vers le sondage qu'on a lancé à la communauté des professionnels intéressés par la question. Donc, Nicole et d'autres, si vous êtes intéressés à répondre pour partager des avis sur la problématique comme celui-là, ben ça nous intéresse. Donc, on mentionne un peu plus tôt qu'on faisait un sondage, vous avez le lien, s'il y en a qui veulent répondre à ça. Merci Bruno. Parfait, merci Bruno. Hélène, pour la réponse à la question de Nicole. Il y a une autre question qui est dans le sens de la législation qui a été posée par Stéphane. Stéphane, si on me permet de la poser, elle est écrite là, dans le chat. Avez-vous approché le ministère de l'Environnement dans le cadre de la révision de la PPRLPI? À quel point Architecture sans frontières, par exemple, est en contact avec ceux qui travaillent sur la révision? Ben, Hélène, tu peux parler peut-être d'une seule voix là, à l'échelle du projet. Là, Ben, on n'est pas directement en contact avec le ministère. Nous, on a vraiment la CMM qui, eux, ils ont été mandatés par le ministère, mais on n'est pas en lien avec eux pour le moment. On était vraiment dans l'étape de la recension de matériel. C'est vraiment un projet, on n'est pas tout puissant, c'est un projet qu'on agit sous mandat, là, on exerce une certaine forme de liberté pour faire des démarches avec d'autres instances. Mais il y a des choses qui préparent. On a d'autres, je ne révélerai pas toutes nos cartes. On est en tension avec d'autres partenaires aussi là, pour des projets qui impliqueraient peut-être le ministère en question. Mais pour l'instant, c'est à l'échelle de l'enveloppe qu'on a du temps, on s'est contenté de un certain spectre de prospection de démarches. Excusez-moi, c'est Laurie, j'ai juste une question en lien avec cette intervention, si vous me permettez. Oui. Oui, Laurie. Laurie qui est membre de notre comité. Oui, bonjour. Donc, je me demandais juste à ce moment-là, ça serait peut-être plus le rôle de la CMM de faire le lien avec le ministère de l'Environnement à cette étape-ci. Oui. Exact. Merci. Parfait, merci Laurie. L'autre question de Sonia.
concernant les projections climatiques. Elle se demande si vous utilisez des projections climatiques pour évaluer les niveaux d'eau, ce qui n'a pas été fait dans l'exemple montré sur Venise, dans l'exemple que vous avez présenté. Est-ce que vous utilisez des projections climatiques? Comme je le dis, en fait, nous, on n'est pas encore à ce niveau-là dans l'étude. On a une très petite enveloppe qui, présentement, notre mandat nous permet seulement de faire la recension de bonnes pratiques qui ont été faites. On n'a pas accès à tout encore, justement, ces nouvelles cartographies-là, mais probablement que dans une prochaine phase, dans les prochaines étapes, où on va collaborer plus étroitement, par exemple, avec la CMM, on va avoir accès à ces informations-là et on va pouvoir pousser la réflexion un petit peu plus loin. Présentement, on s'en tient vraiment à la recension de pratiques et on n'est pas encore dans le développement de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Puis, si je peux compléter Hélène aussi, c'est un peu comme ce que je disais plus tôt, les projections appartiennent à une forme d'expertise qui n'est pas l'architecture. Au fur et à mesure que les projections vont se raffiner puis vont être disponibles dans le temps, puis ça va continuer à évoluer au fil des décennies, il y aura une complémentarité entre des outils qui sont capables, de manière prospective, de déterminer quelles vont être les projections dans le temps et des professionnels qui vont chercher à concevoir de manière adéquate, trouver des solutions dans l'environnement bâti à tel endroit en fonction de projections qui sont disponibles. Donc, de mon point de vue, nous, on va pouvoir se référer un peu à ça pour avoir une idée de quel type de pratiques vont être adéquates à certains endroits. Mais ce ne sera pas notre rôle, ni celui de l'architecte, de développer. Son rôle, ça va être à l'architecte responsable d'aujourd'hui et de demain, c'est de commencer à suivre et de penser en fonction des projections qui sont disponibles et qui vont être disponibles. Puis le rôle de l'architecte, c'est de travailler à partir d'un site donné, comme même si on ne construit pas en zone inondable présentement, avant de construire un site, on va le découvrir, on va regarder, on va étudier le contexte de ce bâtiment-là et on va s'adapter à lui. Donc, ce n'est pas à nous, justement, de voir les prévisions. En fait, l'architecte recevant le mandat de construire en zone inondable où, justement, on connaît les cotes et tout ça, ça va être son devoir de regarder quelles sont les possibilités, quels sont les enjeux à lesquels il fait face et de proposer la solution adéquate. Donc, ce n'est pas notre rôle nécessairement d'aller dire pour tel site, ça serait tel... En fait, nous, ça serait pour tel type de site, pour tel type de contraintes, ces possibilités-là existent. Faire un catalogue de bonnes solutions. Ah, parfait, merci Hélène Bruno. Puis peut-être dans ce sens-là, il y a deux questions de Jeannette qui vont dans la continuité. La première, c'est, j'imagine dans votre inventaire, si vous avez vu quelque chose dans ce sens-là, est-ce que la solution sur les pilotis cause des problèmes d'isolation pour les maisons unifamiliales au bord de la rivière Richelieu? J'imagine que les maisons sur pilotis sont surélevées, fait qu'il y a une question d'isolation dessus. Première question. Puis l'autre question, c'est quel type d'adaptation proposer face aux problèmes concrets des maisons touchées par les crues records. Fait que là, j'imagine que derrière, dans cette question-là, Jeannette interviendra, mais il y a l'idée de, est-ce qu'on adapte pour des crues de récurrence 20 ans ou des crues de récurrence 100 ans? Est-ce qu'il y a une balance entre la réflexion qu'on fait pour l'aménagement ou l'architecture adaptée pour des crues fréquentes, si on veut, ou des inondations fréquentes, versus celle qui survient une fois sur 100 ans ou sur 200 ans? Est-ce qu'il y a une réflexion architecturale dans ce sens? Par rapport à l'isolation, présentement, j'ai un peu l'impression que c'est comme un faux problème parce que je pense que dans l'histoire de l'architecture, on a abordé des plus grandes problématiques que ça. C'est possible de bien construire et de bien isoler sur pilotis. Ça, il n'y a pas de doute. En fait, même l'école de Saint-Raymond le démontre aussi. Il y a plusieurs, je pense, rapidement comme ça, dans le nord du Québec, aussi dans les îles, dans l'Atlantique, il y a énormément de constructions construites sur pilotis, dans le fond, sur le pergélisol et tout ça. Donc, le savoir existe. On construit le Grand Nord. Il n'y a pas de fondation dans le Grand Nord et il fait beaucoup plus froid qu'ici. Donc, j'ai pas beaucoup investigué cette question-là, mais les quelques architectes que je connais, que j'ai consultés, qui ont construit dans le Grand Nord, pour eux, c'est une fausse question.
Mais oui, c'est certainement, il faut aborder la question de l'isolation, qui en est d'ailleurs une assez importante parce qu'il faut aussi choisir la bonne façon d'isoler. Donc, ça part par justement utiliser des matériaux isolants, probablement minéraux, qui ne retiennent pas l'eau si l'eau venait à toucher la surface, l'extérieur du bâtiment. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Donc, la question, si on peut isoler, oui, on peut isoler, mais encore faut-il isoler avec des matériaux appropriés, résistants à l'eau, qui ne se déforment pas aussi à l'eau et qui ne gardent pas l'humidité. Ensuite, par rapport aux crues de récurrence, c'est encore là, les zones 100 ans, 20 ans, c'est une façon de parler des crues qui tend à changer. Maintenant, on va parler plus par rapport à des probabilités d'être inondé qui vont varier. La connaissance commence à être beaucoup plus fine, donc les cartographies, par exemple, à l'échelle du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, sont beaucoup plus précis à cet effet. Donc, c'est beaucoup plus facile de voir lot par lot comment on peut construire et quels sont les risques d'inondation. À partir de là, ça devient un peu la responsabilité des propriétaires. Si la réglementation de la ville permet de toujours construire dans ces lieux-là, le propriétaire va tout de même avoir la responsabilité de faire des choix de stratégie. Donc, à ce niveau-là, en fait, à la base, c'est certain que la réglementation n'est pas la même chose pour les zones très à risque que les zones moins à risque, comme par exemple, on n'a pas le droit de construire certains types de bâtiments dans des espaces très à risque d'être inondés. On ne peut pas construire, par exemple, des écoles ou des maisons. Par contre, on peut peut-être construire certains bâtiments industriels ou en lien avec des marinas, des choses comme ça, là. Mais sinon, c'est ça, c'est encore un enjeu réglementaire. Mais la réflexion demeure approximativement la même au niveau de l'architecture. C'est du moment où on croit que l'eau peut atteindre le bâtiment, il doit être préparé. Donc, peu importe dans la zone dans laquelle il se trouve. Parfait. Merci Hélène et Bruno. Malheureusement, il reste 2 questions, mais malheureusement, je vais mettre une fin à la présentation parce que moi, je donne un cours dans 4 minutes. Fait que je vais devoir quitter. Mais j'invite les participants à contacter Bruno et Hélène directement si vous avez des questions par une adresse courriel probablement. Puis j'en profite pour vous remercier encore une fois, là, Hélène et Bruno, de votre présentation, d'avoir participé au webinaire du risque. Ça nous permet de voir la diversité des réflexions qui entourent la gestion du risque puis l'adaptation qu'on peut faire. Puis l'architecture est certainement une avenue intéressante. Moi, j'avais des questions, mais je vais pas utiliser mon droit de parole pour les poser, mais éventuellement, je vous contacterai. Puis j'ai des questions sur la glace, notamment, la présence de glace. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens-là, dans les cours d'eau et les types d'inondation? Fait que je vous remercie encore une fois, Bruno et Hélène. Et les autres, oui, Bruno? Je veux juste dire, pour vos questions, Thomas, je partage le courriel de Hélène, ici. OK. Donc, il est dans le elevasseur à commercial asf-québec.org. Puis pour toutes les personnes qui veulent suivre nos activités, je mets un petit lien Bit.ly qui mène vers notre inscription à l'infolette. Donc, vous pouvez être sur nos belles activités en général et celles des inondations. Puis vous pouvez appeler au bureau aussi. Alors, on va vous rappeler. Parfait. Merci beaucoup, Bruno et Hélène. Puis j'en profite pour faire une annonce aussi. Il y a une infolettre du risque pour celles qui s'intéressent, dans laquelle les webinaires sont annoncés. Puis le prochain webinaire a lieu le 25 septembre par Johanna Etienne, qui va du Centre Intact sur l'adaptation au changement climatique, qui va donner un webinaire dont le titre va être « Il est temps d'agir, action pratique pour réduire la vulnérabilité aux inondations dans les communautés canadiennes ». Donc, une autre forme de réflexion sur la diminution de la vulnérabilité de l'exposition, probablement. Fait que je vous invite tous et toutes à reparticiper au webinaire, puis je vous remercie Bruno et Hélène encore une fois. Merci.